Europe 1 Soir. Europe 1, il est 18h40, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de l'invité d'Arlette Chabot. Arlette, vous recevez de nouveau ce soir un candidat à la présidence de la République. Oui, pas en meeting ce soir, mais bien en studio avec vous, Nicolas, pour la bonne raison, Monsieur Cheminat, que vous ne faites pas de meeting, pas de réunion publique, vous faites plutôt campagne dans la rue, c'est ça? Nous n'avons pas les moyens, nous faisons campagne dans la rue, et puis nous avons le dimanche 15 à 17h, ce que nous appelons un meeting participatif par Internet. Vous savez, quand David doit affronter Goliath, il lui faut les instruments les plus avancés de l'époque. Il avait une fronde, nous avons Internet. Ouais, vous dites que vous n'avez pas d'argent. C'est vrai, mais combien ça coûte une campagne? De quel budget disposez-vous? C'est vrai que les banques vous refusent des prêts? Oui, c'est vrai, c'est absolument vrai. Le crédit mutuel, le crédit coopératif refusent. Nous avons peu de moyens, c'est vrai, on ne prête qu'à ceux qui en ont. Puis ceux qui ont une politique vis-à-vis des banques qu'ils jugent offensive ne sont pas particulièrement appréciés. Donc, ce que j'allais vous dire, quand vous mettez les banques en cause tous les jours, c'est sûr qu'elles ont du mal à débloquer de l'argent pour vous. Ce n'est pas les banques, c'est l'aspect investissement des banques, l'aspect intervention sur les marchés qui mène à tous les dérapages, comme on l'avait vu à Londres avec la baleine, la fameuse baleine, 100 milliards en crédit défaut swap, c'est-à-dire en spéculation sur la dette des États, c'est inouï, il faut arrêter ça. On va y revenir dans un instant, mais quand vous dites, je reprends votre formule et on voit maintenant votre nom, votre affiche, ni la City ni Wall Street, mais moi je dis que c'est le monde rêvé aussi par Nathalie Arthaud, Philippe Poutou. Un monde sans finance? Alors, il y a deux choses. Ils en rêvent. Moi, je propose une politique de mobilisation précise. C'est-à-dire de dire il faut couper les banques en deux. Et pour pouvoir le faire, un président de la République ne peut pas le faire. Donc, il faut une commission d'enquête parlementaire, comme Roosevelt l'avait fait avec Pecora dans les années 30. On va voir ce qu'il y a dans les comptes des banques, publiquement, avec des pouvoirs de juridiction, c'est-à-dire qu'on peut aller y voir et poursuivre, et des pouvoirs de réquisition. Et à ce moment-là, on sépare ce qui est le spéculatif et qu'on ne le renfloue pas. Et on protège ce qui est dépôt et ce qui est crédit. Et puis, dans un second temps, je crois qu'on doit absolument revenir à ce qu'on avait dans les 30 Glorieuses, c'est-à-dire un système de crédit productif public avec une banque nationale et un pôle d'intervention publique. Et alors, on doit jeter ce défi à l'Europe. L'Europe s'est égarée. Elle doit revenir à l'optique de grands travaux que voulait Jacques Delors, mais que l'euro a contrecarré parce que l'euro est devenu une monnaie monétaire et pas une monnaie de crédit, de finance. Mais je reviens à la City et Wall Street. C'est révolutionnaire, votre programme. Personne ne s'en est vraiment aperçu, peut-être, mais c'est quand même. C'est révolutionnaire, c'est vrai, tout à fait. Et cela suppose une mobilisation politique. Et cette mobilisation politique doit être large. On ne peut pas dire ça va être quelques gens d'extrême gauche ou de gauche qui se mobilisent. Ça doit être beaucoup plus large. Ça doit être les gens qui, en France, s'opposent à ce monde de la finance. Et François Hollande est incapable de le définir. Moi, je définis, c'est-à-dire c'est les gens qui sont de la tradition gaulliste, la vraie. Je l'appelle gaulliste de gauche, mais aussi des gaullistes de droite qui l'ont été. C'est la tradition radicale de Jean Moulin, de Jean Zay. Jean Zay qui avait dénoncé à l'époque la mystique de l'équilibre budgétaire qui menait au désastre. On est en plein dedans, vous allez ajouter, non? C'est ça? Qui? Je dis, on est en plein dedans, on est en plein dedans, ajouter la mystique de l'équilibre budgétaire? On est en plein dedans, serrer la ceinture, on se demande pourquoi, puisque Nicolas Sarkozy a dit que le gros de la crise était passé. Non, c'est pas vrai. Il y a le courant aussi du socialisme de Jaurès, socialisme français, de tradition. Et il y a le christianisme social, celui du Sillon, des abbés démocrates bretons, de Marc Sangnier. Vous balayez large, c'est tout cela qui doit se retrouver dans ces courants de pensée. Il faut que ce soit large, c'est qu'en 1940-41. Parce qu'il y a une occupation, qui est une occupation à la fois des esprits et des marchés. Alors, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé disent que le programme de François Hollande est profondément dangereux et que s'il est élu, cette élection provoquera une crise de confiance massive. Vous êtes d'accord avec eux ou pas? Je suis d'accord. Il y a Eurex qui a été mis en place, c'est-à-dire c'est un contrat à terme sur la dette française avec un effet de levier de 20. C'est-à-dire mis en place, pour ceux qui nous écoutent, franchement, qui ne sont pas familiers des produits financiers, qu'est-ce que ça veut dire, ce système? Ça veut dire qu'on joue sur le prix futur de la dette française et on peut spéculer à la baisse. Et comme il y a un effet de levier de 20, avec 50 000 euros, on peut jouer sur 1 million de dettes. Et Eurex, c'est quoi, un produit pour ceux effarant. qui nous écoutent, pour les auditeurs? Eurex, c'est le plus grande agence de produits dérivés qui existe. Qui va jouer les intérêts des fonds hyper spéculatifs et des gens qui s'agitent à la City, dans la grande lessiveuse du monde. Ça veut dire que si François Hollande est élu, à votre avis, se déclenche une opération spéculative contre la France? Il ne le croit pas, moi je le crois. Ne serait-ce que parce qu'il représente une certaine résistance. Ceci dit, Nicolas Sarkozy et François Fillon auront dans quelques mois aussi une mauvaise surprise. Parce que ces intérêts-là sont par nature antagonistes et veulent détruire toute résistance d'État-nation.
États-nations. Ils n'aiment pas les États-nations, parce que les États-nations veulent le progrès, la croissance, le développement, même si c'est par des voies différentes. Alors je sais bien, Nicolas Sarkozy leur a promis de faire une politique d'austérité sociale, l'équilibre budgétaire pour 2016, 115 milliards de coupes, mais ça ne tiendra pas socialement, ce n'est pas possible. On ne peut pas couper les aides au logement, qui représentent l'aspect le plus redistributif des aides en France. On ne peut pas couper sur les dépenses de santé. On ne peut pas détruire la base sur laquelle on repose. Mais c'est là le défi, faire autre chose. Ça veut dire que la France sera une cible, quel que soit l'élu demain? Elle sera une cible, elle le sera beaucoup plus s'il y a de la résistance. Mais s'il y a de la résistance tout de suite, on sera mieux à même de donner l'exemple aux autres. Et les autres suivront, je pense, dans plusieurs pays. Moi, j'étais très frappé que lorsque quelqu'un avec lequel je ne suis pas d'accord pour l'aspect technologique, scientifique de sa politique, il veut du solaire, moi je veux du nucléaire. C'est Sigmar Gabriel, le président du SPD allemand. Il est venu en France et il a dit, l'enjeu de l'Europe, c'est de savoir si les peuples vont diriger ou... Et il l'a dit, le monde de la City et de Wall Street. Il faudra demain en Europe une initiative de croissance, selon vous? Oui, bien sûr. Une initiative de croissance liée à un retour à un système de banque nationale. Ce qu'Adenauer voulait en Allemagne, on l'a oublié. Adenauer voulait un contrôle de l'État allemand sur la Bundesbank, qui n'a pas réussi. Alors, votre programme, puisque vous êtes un candidat normal, je vous promets, on ne va pas partir pour Mars ou la Lune aujourd'hui. Non, vous dites que non. Le SMIC, 1 700 € comme Jean-Luc Mélenchon? Oui, mais à condition qu'il y ait une TVA sociale, une vraie, qui frappe beaucoup plus les produits de luxe que les produits de consommation courante, et que sur la base de cette TVA sociale, on dise aux chefs d'entreprise, vous devez accroître le SMIC jusqu'à 1 700 € parce qu'on vous en donne les moyens et on vous protège de la concurrence étrangère. Donc c'est donnant. On allège vos charges et en échange, vous remontez effectivement... Et il faut un système de bonus-malus, évidemment, pour les licenciements, un système de bonus-malus pour l'assurance chômage. Il y a toute une série de mesures à prendre. Il faut réhabiliter le pôle emploi. Les retraites, retour à 60 ans pour tous? Je pense que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'attrait du travail. Et aujourd'hui, les gens veulent partir vite parce que le travail, ils souffrent au travail. Le travail ne les intéresse plus. Il faut refaire un travail qui soit d'emploi qualifié, d'intérêt, un travail, comme disait la philosophe Simone Veil, où il y a une part de poésie. Aujourd'hui, il n'y a plus de poésie dans le travail, il y a l'exploitation. Alors, vous dites oui à la TVA sociale, mais sous une autre forme vraie, différente celle de celle de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous faites une réforme fiscale? Est-ce que vous augmentez l'impôt sur le revenu pour les Français? Oui, pour les tranches élevées, je pense. Roosevelt disait 90%. Vous allez jusqu'à à l'époque, il y avait oui. 90%. Ouais. Bon, les 75% de François Hollande ne me choquent pas. Au-delà d'1 million d'euros. Il faut, au-delà d'1,2 million, moi j'avais dit. Et il faut faire très vite. Et sur les successions, il faut donner dans les successions. Moi, je suis partisan d'exclure de l'impôt le logement principal, la résidence principale, jusqu'à 180 000 € pour chaque enfant. Et après, 50 à 75%. L'héritage est une des choses les plus absurdes qui soit dans une société, sauf pour les biens artistiques, la résidence principale et une certaine somme pour chaque enfant. Pas plus de 180 000 €. Dans le domaine de l'éducation, il faut plus de personnes, aussi bien des profs que de présence d'adultes dans les établissements scolaires, comme le dit François Hollande, 60 000 emplois, où il faut faire travailler les profs plus longtemps, comme le dit Nicolas Sarkozy. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. C'est une question de ce que le Monde rapporte aujourd'hui. L'éducation nationale dépense 47% de plus pour un lycée parisien, pour un lycéen parisien, que pour un élève de Créteil. Donc, il y a une ségrégation territoriale. C'est un critère territorial avant qu'un critère social. Donc, il faut qu'il y ait une transparence sur les moyens fournis aux académies. Et en même temps, évidemment, il faut que là où c'est important, les RASED, par exemple, qui est le filet qui sauve les élèves avant les centres d'éducation fermés ou la prison, il faut que ça fonctionne. Et là, on ne peut pas démanteler. Or, Sarkozy démantèle. En culture, vous dites qu'il faut des brigades d'intervention artistique. Ça ne doit pas faire peur, même si c'est formulé en brigade. Brigade, c'était dans Polytechnique ce que Monge et Carnot avaient pour terme. J'étais hier soir aux Orfèvreries. C'est la seule distraction que je me suis donnée, ce n'est pas une en réalité, pendant cette campagne. C'est des gens, Drapos, les petites mains symphoniques, qui organisent des orchestres de chorales et d'enfants. Certains paraissent sur scène ayant... eu une orientation musicale que depuis 5 mois et ils jouent comme ils peuvent, mais il y a du collectif, il y a du faire ensemble et c'est à l'exemple de ce que José Antonio Abreu a fait depuis très longtemps, 50 ans au Venezuela, et c'est une expérience magnifique et je pense que l'art doit être davantage dans l'enseignement en France, la musique, la poésie, la danse. Et des artistes partout, en France, partout, tout le temps. Oui, en même temps que la science. C'est ça les brigades d'intervention. Et des palais de la découverte dans chaque région avec un planétarium, il faut une chaîne de télévision qui aille chercher là où on crée partout et le donne aux spectateurs, le donne aux citoyens et crée peu à peu ce rapport
entre le peuple et la culture, dans laquelle la culture ne soit plus quelque chose comme une musique de fond, un bruit de fond, mais quelque chose d'actif et de vivant pour tous. Nicolas. Juste une question, Jacques Cheminade, parce qu'il nous reste peu de temps. Les auditeurs pourront aller le voir sur europe1.fr. Vous avez l'air de vous amuser dans cette campagne, et notamment ici depuis 10 minutes. Ah, je m'amuse avec vous, parce que vos questions sont bonnes. Je m'amuse moins avec les journalistes de la chaîne parlementaire qui m'ont fait une sorte de bizutage ou de lynchage. Donc, il y a de bons journalistes en France, d'excellents, comme Michel Fil, comme vous, comme, je sais pas... C'est trop gentil. Non, mais c'est gentil. Non, c'est vrai. Je dis la vérité. C'est des gens d'expérience. Ce Après, soir, il y a vous des aurez... journalistes qui récitent leur dossier. Vous aurez 20 minutes, par exemple, en prime time ce soir sur France 2. Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que ça vous excite? Est-ce que vous trouvez ça formidable d'avoir des tribunes pareilles? Non, ça ne m'amuse pas. Je n'ai pas d'ego sur ces choses-là. Mais je pense que c'est une occasion de mettre sur la table des idées et aussi des conceptions, des concepts qui doivent inspirer une campagne, traiter les vraies questions, la désintégration économique et financière, la décomposition de l'Europe et la chute culturelle dans laquelle nous sommes. 10 minutes et 35 secondes, on doit en rester là. Merci beaucoup, Jacques Cheminade. Merci à vous. Merci. À demain, Arlette Chabot. Dans un instant, le meilleur de Nicolas Canteloup.